Merci, Monsieur Bach. Nous allons passer au troisième témoin, Monsieur L'Espérance, pardon, le docteur L'Espérance. Merci, Madame la Présidente et Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices et députés, Messieurs les sénateurs et députés du Canada. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité vous remercie pour la tenue de cette commission. Je suis neurochirurgien retraité de la pratique chirurgicale et maintenant prestataire actif de l'aide médicale à mourir. Nos suggestions sont marquées au sceau des principes qui doivent guider toutes les réflexions. Autodétermination de la personne, respect des volontés et des valeurs exprimées, dignité dans le vivre et dans le mourir, sans paternalisme médical ni dogmatisme religieux ou idéologique. Notre mémoire vous a été transmis et il est complété par de nombreux liens Internet. Je vous soumets ici nos considérations sur les demandes anticipées d'aide médicale à mourir et je glisserai un mot sur deux autres sujets tout aussi importants. Toute personne apte qui a reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive devrait pouvoir indiquer par demande anticipée, alors qu'elle a toute son aptitude, qu'elle désire obtenir l'aide médicale à mourir au moment où elle le jugera pertinent pour elle et selon ses valeurs, quel que soit son état cognitif à ce moment. Cette position est supportée par près de 80% des Québécois dans un sondage du Collège des médecins du Québec à l'automne 2021, sondage scientifique. En février 2016, lors de l'étude de C14 en Vaumur, c'est d'ailleurs précisément ce qu'indiquait déjà en toutes lettres la recommandation numéro 7 du rapport du Comité mixte spécial des communes et du Sénat sur l'aide médicale à mourir. Au Québec, un comité spécial transpartisan de l'Assemblée nationale a déposé le 8 décembre 2021 un rapport très éclairant sur ce sujet et dont vous avez certainement eu connaissance. Je tiens à préciser ici, en tant que neurochirurgien et à l'instar de nombreux experts cliniciens, que ce que certains nomment une démence heureuse n'est qu'un oxymoron qui désigne un être humain qui n'est plus ce qu'il fut tout au long de sa vie. Prétendre que cette personne a peut-être changé d'idée sur son désir d'aide médicale à mourir sous prétexte qu'elle a l'air bien et qu'elle est souriante, alors que par définition, elle n'est plus du tout la même personne, me paraît une insulte à l'intelligence et surtout une injure à cette personne, la négation de sa personnalité initiale et toute sa vie. Je précise aussi que l'aide médicale à mourir n'est aucunement en compétition avec les soins palliatifs, mais qu'elle est un outil compassionnel supplémentaire aux soins de fin de vie. L'aide médicale à mourir n'enlève absolument rien aux soins palliatifs, financièrement ou autrement, et ne demande que la présence d'un médecin et d'une infirmière pendant quelques heures au total, sans aucun coût de système. L'absence de souffrance physique n'exclut en rien la souffrance existentielle à venir que la personne aurait exprimée alors qu'elle était encore apte. Il importe de souligner que l'admissibilité à une aide médicale à mourir apporte sérénité et paix de l'esprit et permet aux personnes atteintes de vivre pleinement le moment présent, sans l'angoisse d'un long chemin de souffrance et de pertes multiples de dignité d'une maladie qui les mène inéluctablement vers une mort lente. Vous qui avez peut-être eu la douleur de voir un être cher disparaître dans l'abîme de la démence, vous ne voulez certainement pas aller vous aussi vers une longue existence sans vie, ce qu'est la réalité de la démence. Notre recommandation, que soit autorisée l'aide médicale à mourir par demande anticipée après la confirmation d'un diagnostic de maladie cognitive dégénérative et au moment que la personne aura elle-même décidé au préalable en désignant un mandataire. Les troubles de santé mentale représentent une maladie réelle qui amène des souffrances indiscutables. Poursuivre l'exclusion de la santé mentale ne peut que conduire à des contestations juridiques, processus lourds et inacceptables pour les patients touchés. Notre recommandation, que l'aide médicale à mourir soit accessible d'ici mars 2023 aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale et en fonction de critères cliniques d'admissibilité stricts à développer avec les experts du domaine de la santé mentale. Nous sommes aussi d'avis, autre recommandation, de garder un interdit complet et définitif sur l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation de déficience intellectuelle importante, à moins d'une certitude absolue sur l'aptitude décisionnelle de la personne. Enfin, l'association est d'avis que l'aide médicale à mourir doit être étendue dès maintenant aux mineurs matures de 14 à 18 ans et notre recommandation que l'aide médicale à mourir soit accessible aux mineurs matures souffrant d'une pathologie physique incurable à l'exclusion
des pathologies de santé mentale. Je vous remercie et répondrai à vos questions au meilleur de mes connaissances. Merci, Dr. L'Espérance, pour votre témoignage. Je vais maintenant transférer le contrôle à ma coprésidente, sénatrice Martin. Merci. Thank you, Mr. Garneau. Merci, Monsieur Garneau. Nous allons commencer avec les questions de la Chambre. Chaque personne aura 5 minutes et il y aura un avertissement lorsqu'il vous restera 30 secondes. Nous allons commencer avec Madame Vien. Vous avez 5 minutes. Madame la Présidente. Merci aux témoins de vous être présentés ce soir. C'est un sujet qui est très, très, très important, très touchant, qui n'est pas simple à régler non plus. Je suis une ancienne ministre du gouvernement du Québec. En 2014, j'étais aux affaires à ce moment-là et j'ai voté pour l'aide médicale à mourir à cette époque-là. Je vois que Québec, d'ailleurs, aujourd'hui, fait une sortie pour presser le gouvernement en place de procéder au changement qui émane d'une grande réflexion de la Commission de l'aide médicale à mourir au Québec. Mais je trouve ça très intéressant, les études que nous faisons dans ce cadre-ci en ce moment, parce qu'il faut prendre le temps de se poser des questions et des bonnes questions, puis il ne faut pas avancer à l'aveugle, il faut savoir ce que nous faisons. De toute évidence, ce soir, on a des positions qui sont assez tranchées, c'est assez évident. Monsieur L'Espérance, il y a un groupe tout à l'heure, Monsieur le sénateur Cohen et sa directrice générale, Madame Long, si j'ai bien compris, disait avec ou sans diagnostic, il faut aller de l'avant. Vous, ce que vous nous dites ce soir, non, avec un diagnostic. Non, ça prend un diagnostic parce que sinon, toute personne de 20 ans ou plus pourrait demander l'aide médicale à mourir advenant quoi qu'il lui arrive dans la vie. Et par exemple, un traumatisme crânien, par exemple, un accident vasculaire cérébral, etc. Ces éléments-là sont déjà couverts en bonne partie par les directives médicales anticipées si la personne le remplit. L'aide médicale à mourir ne peut pas être demandée par directive médicale anticipée. Ce que l'on demande, c'est que des directives anticipées d'aide médicale à mourir de façon spécifique puissent être complétées par un patient qui a reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive. Ça m'apparaît, pas seulement moi d'ailleurs, tous nos collègues, nous sommes tous d'accord avec cet élément-là d'un diagnostic donné, précis, que ce soit Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Louis, etc. Vous savez que dans le cadre de cette étude-là, nous allons nous intéresser aussi aux mineurs matures. Évidemment, la maladie mentale va faire partie aussi de nos réflexions, bien sûr. Alors, on ne pourra pas aborder ces questions-là ce soir. On va manquer de temps. De toute façon, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est les demandes anticipées. Mesures de précaution, là, les plus importantes auxquelles on devrait penser, c'est quoi? Pour les directives anticipées, je pense que les propositions du Québec, vous allez me trouver un peu chauvin, mais les propositions du Québec m'apparaissent très raisonnables, à savoir un proche de confiance ou un substitut qui va avertir l'équipe soignante de la condition du patient au moment où il va avoir l'aide médicale à mourir. Et par la suite, l'évaluation par l'équipe traitante. Il ne faut jamais oublier que ces patients-là ne sont pas suivis par un seul médecin. Ils sont toujours suivis par une équipe d'infirmières, travailleurs sociaux, etc. Et moi, je n'aurais aucun problème à ce qu'il y ait un laps de temps de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Nous ne sommes pas dans l'urgence du tout. Lorsque le proche dirait « Mon père ou ma mère est arrivé au moment où il a demandé l'aide médicale à mourir, au moment où il voulait avoir l'aide médicale à mourir. » Et donc, la mesure de sauvegarde serait un laps de temps pour évaluer. Maintenant, l'autre problème, c'est celui de l'aptitude. Mais l'aptitude d'un patient avec une maladie neurodégénérative cognitive ne descend pas d'un seul coup. Alors, il peut y avoir effectivement une réaffirmation de son désir d'aide médicale à mourir. Cela peut être fait relativement facilement, entre guillemets, par une évaluation de son aptitude à toutes les années ou à tous les 2 ans, si on veut. Et à partir du moment où il n'y a plus son aptitude, ben là, on procède à une évaluation formelle. Et tout à l'heure, il y a un témoin qui disait aussi à une fréquence donnée que cette demande-là soit réitérée. Oui, le problème de la fréquence donnée, c'est quelle est la fréquence? Parce que si on se dit, mettons, aux 3 ans, mais qu'auprès de 3 ans, la personne est déjà n'a plus son aptitude, on est un petit peu coincé. C'est pour ça qu'une des mesures de sauvegarde serait peut-être de faire une évaluation de l'aptitude
Oui. pour quand on demande au patient de revoir sa position. Rapidement, parce que je suis sûre que le Oui. temps file. Vous êtes un prestataire de l'aide médicale à mourir, c'est ce que Oui, j'ai absolument. compris. Tout à fait. On voit qu'il y a des gens qui 30 sont secondes. inquiets. Bon, alors, est-ce que vous avez dans votre carrière constaté des dérapages? Aucunement au Québec, en tout cas, ce que je connais de tous les chiffres du Québec, absolument pas. Lorsqu'il y a des questions un peu plus sensibles, nous avons un forum de médecins privés au Québec, privé dans le sens que c'est fermé, confidentiel, et la même chose avec la CAMAP au Canada. Et quand il y a des cas difficiles, ils sont discutés entre médecins. On n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup de temps, ça c'est vrai. Si c'était possible de nous Merci. faire parvenir vos sondages dont vous parliez tout à l'heure, puis moi, je n'ai pas eu accès à votre mémoire parce qu'il n'a pas été traduit, je pense. Alors, voilà, on en prendra connaissance, docteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, merci. Next, Maintenant, Monsieur Arsenault, vous avez la parole pendant 5 minutes. Madame la coprésidente, et merci à tous nos témoins. Docteur L'Espérance, bon, mais je continuerai peut-être une série de questions suivant celle de ma collègue, Madame Bien. Je trouve ça intéressant. C'est comme une situation mitoyenne par rapport à la position des demandes anticipées. Donc, il y a ceux qui sont carrément pour, ceux qui sont carrément contre. Et vous, c'est pour, mais lorsque le diagnostic tombe. Oui, absolument. Et la question que moi, je vous poserais, c'est que vous avez donné des exemples de maladies neurodégénératives. Vous avez parlé d'ACB, par exemple, ou AVC, je ne sais plus comment on dit ça, là, les maladies cérébrovasculaires ou en tout cas vasculo-cérébrales, peu importe. Il peut y avoir des cas, même chez des jeunes personnes, où est-ce que la première fois que ça va arriver, ça va être la mauvaise. Carrément dans le sens qu'il y aurait plus de possibilité pour cette personne-là de dire « mais maintenant, je veux une demande anticipée là, parce que ça va peut-être empirer les choses ». Comment vous verriez ça? Je me suis peut-être mal exprimé, je m'en excuse. Les maladies neurodégénératives cognitives, Alzheimer et autres, c'est un secteur des pathologies. Cela exclut les pathologies suite à ce qu'on appelle les cérébro-lésés, que ce soit traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, hémorragie cérébrale, etc. C'est un autre chapitre. Et ces patients-là, soit ils ont fait leur directive médicale anticipée, ce qui est quand même relativement rare, soit ils ne les ont pas fait. S'ils ne les ont pas fait, le fardeau de décision revient à l'équipe traitante et à la famille, comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire essentiellement en regard de l'acharnement thérapeutique. Les maladies neurodégénératives cognitives, c'est un tout autre chapitre. Parfait. Non, vous étiez bien exprimé. C'est moi qui... Merci de me rappeler ce que vous avez dit exactement. Maintenant, ça me revient. C'est exactement ce que vous avez dit. Maintenant, pour les maladies dont le diagnostic tomberait là, de neurodégénérative, Parkinson par exemple, vous en avez nommé quelques-unes, l'Alzheimer, c'est la plus courante, dont on entend parler. Lorsque le diagnostic tombe, et moi, j'ai d'une région très rurale, donc difficulté d'avoir des spécialistes, il faut courir loin souvent, ça peut être difficile. Est-ce qu'il pourrait théoriquement arriver que quelqu'un dont le diagnostic tombe, il est déjà tellement avancé ou trop avancé qu'il est incapable, au sens des spécialistes, de prendre objectivement et par lui-même cette décision d'une demande anticipée? Est-ce que c'est possible, selon vous? Je vous dirais, là, je n'ai pas de chiffres à vous soumettre, mais selon moi, selon mon expérience, je dirais que depuis 35-40 ans, ça me paraît très, très difficile parce que lorsque les gens commencent à avoir des problèmes de mémoire ou des problèmes de jugement ou autre, en général, ils vont consulter et la plupart du temps, ce sont leurs médecins généralistes qui vont faire le diagnostic de maladies neurodégénératives au sens large. Pour un diagnostic plus précis, ça va prendre assez souvent un neurologue ou un gériatre, un psychogériatre, etc. Merci, M. L'Espérance. Il faut que j'ai pas beaucoup de temps, moi non plus. J'irai maintenant m'adresser au Dr Bach. Dr Bach, vous semblez dire que les personnes handicapées souffrent non pas de raison, ne souffrent pas en raison de la condition grave et irrémédiable, mais en raison du manque de soutien et de services liés au handicap. J'étais de la première cohorte sur le premier comité mixte sur l'aide médicale à mourir et je me souviens tellement bien de M. Fletcher, ancien ministre du cabinet Harper, qui était venu nous dire, donc un monsieur qui est tétraplégique, nous dire « Je n'ai pas d'idée suicidaire, je suis bien soigné, bien traité, mais si un jour je prends, moi, la décision de demander l'aide médicale à mourir, je ne veux pas me faire donner la morale par quelqu'un d'autre. » Donc, ayant entendu vos commentaires, qu'est-ce que vous diriez à M. Fletcher?
I certainly accept that people live with grievous and iron. J'accepte évidemment qu'il y a des gens qui vivent dans une souffrance énorme, quelquefois parce qu'ils manquent de soutien, mais pas dans tellement de situations. Ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il est très problématique d'offrir ces autorisations de demande anticipée parce qu'il ne s'agit pas de consentement. C'est quelqu'un qui va autoriser la mort de quelqu'un d'autre. C'est un substitut. C'est un décisionnaire substitut. C'est ça le problème. Quand on fait une demande anticipée, comme l'a dit le rapport de la Commission spéciale du Québec à l'Assemblée nationale en décembre, oui, les demandes anticipées devraient être faites de façon libre et informée, mais il ne s'agit pas de consentement. Il n'y a que des décisionnaires substituts qui font ces demandes. Donc, nous aurons des décisionnaires substituts qui vont provoquer la mort d'une autre personne qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui ne consentent pas à mourir, qui ne peuvent pas consentir à leur mort des années à l'avance parce qu'on ne connaît pas les circonstances. Ce qu'il faut, c'est comprendre les circonstances le moment venu. Nous allons maintenant passer à Luc Thériault pour 5 minutes. Oui, merci. Je vais m'adresser au docteur L'Espérance. Un témoin, le docteur Cohen-Almagar, qui était dans le précédent panel, disait, et là, je m'adresse au neurologue, là, disait, on ne comprend pas assez le cerveau là, pour penser qu'on peut intervenir avec les demandes anticipées. Vous en pensez quoi? Quel est l'état du cerveau quand on arrive à la phase finale? Écoutez, vous me donnez une qualité que je n'ai pas. Je suis neurochirurgien et non pas neurologue. Mais par ailleurs, écoutez, le cerveau qui fonctionne bien, lorsque le patient a son aptitude, on voit qu'il fonctionne. On a des mécanismes pour vérifier l'aptitude du patient. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait à tous les jours, soit en opérant des patients, soit en leur offrant ou en répondant à leur demande d'aide médicale à mourir. La première chose, c'est d'évaluer leur aptitude. Maintenant que le patient devenu dément n'ait plus son aptitude, tout le monde accepte ça, je pense bien. Quel est l'état du cerveau? Son cerveau fonctionne moins bien. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus long que ça. Mais comment peut-on dire d'un côté que le patient fonctionne moins bien, qu'il n'a plus son aptitude, puis qu'en même temps, on ne sait plus s'il a pris la bonne décision lorsque pendant toute sa vie, il a dit, moi, je veux vivre à telle ou telle façon mon existence et je ne veux pas terminer mes derniers jours dans telle ou telle condition. C'est cet aspect-là de la discussion et de l'argumentaire avec lequel j'ai de la difficulté personnellement. Les gens, certains témoins nous disaient oui, mais c'est plus la même personne. Donc, la personne qui fait la demande anticipée, et on présuppose que c'est un moment là, solennel là, avec son médecin, elle établit ses volontés, puis c'est une maladie où il y a des stades, là. C'est plus la même personne, mais qu'est-ce que vous diriez à cet argument-là? C'est plus la même personne lorsqu'on va procéder? C'est plus la même personne qu'elle a été pendant toute sa vie, pendant 60 ans, 70 ans, 80. Pourquoi est-ce que tout à coup, lorsqu'elle est devenue démente, elle n'est plus la même personne? C'est vrai que c'est plus la même personne. Elle n'a plus ce cerveau qui lui a permis de fonctionner toute sa vie en relation avec les autres. Par ailleurs, nous faisons régulièrement des décisions par personne interposée pour les gens qui sont cérébro-lésés, qui ont des traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux massifs, etc. On prend une décision pour eux alors qu'ils ne sont plus là pour nous dire qu'ils veulent ou non. On prend une décision pour eux, soit parce qu'ils ont fait leur directive avancée, soit pour des raisons d'acharnement thérapeutique. Donc, en médecine, ça se fait pour l'acharnement thérapeutique assez régulièrement que l'on prend une décision avec la famille, avec les proches, etc. Mais ce n'est plus la même personne qui est devant nous.
J'interrogeais Maître Deschamps tout à l'heure. Il disait que ça prend des mesures de sauvegarde robustes. Lui parlait de 3 médecins pour valider. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là où finalement on met tellement de conditions qu'au niveau de votre pratique sur le terrain, on rend la chose quasi impossible ou avec beaucoup d'obstacles? Oui, vous avez raison. La réponse est dans votre question. Mais jusqu'à maintenant, ce que l'on sait au Canada depuis 6 ans, puis un petit peu plus au Québec, il n'y a pas eu de pente glissante, soi-disant, où tout le monde nous mettait en garde. Un médecin évalue le patient, un deuxième médecin ou infirmière clinicienne évalue le patient, voir s'il correspond bien aux critères. Et à ma connaissance, et de selon ce que nous rapporte la Commission des soins de fin de vie au Québec et les coronaires ailleurs au Canada, il n'y a pas eu ces problématiques à ma connaissance. Et encore une fois, nous avons des groupes de discussion confidentiels entre médecins au Québec, même chose au Canada avec la CAMAP, pour discuter des cas litigieux. Et certains vont dire, ben non, on ne va pas, on n'y va pas. Et donc, ça se discute, mais sur un plan clinique. Et je termine en disant, ce sont des décisions qui se font tous les jours en neurochirurgie, en chirurgie cardiaque, tous les traitements très intensifs que l'on impose, je prends le mot à bon escient, à nos patients, ben, ça se prend par une décision collégiale de 2. Merci beaucoup. Merci. Next, we will have Mr. McGregor for. Monsieur McGregor, 5 minutes. Merci, Madame la coprésidente. Dr. Andrew, dans votre déclaration liminaire, vous parlez des directives anticipées des patients qui, avant une chirurgie importante, donnent des ordres de refus d'acharnement thérapeutique, de refus d'être ressuscité. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples? Par exemple, les respirateurs artificiels, etc. Je vous remercie de cette question. Ces décisions interviennent à n'importe quel stade. Il y a des gens qui n'ont aucun symptôme qui peuvent décider qu'ils ne veulent pas avoir des tests, des radios, parce qu'ils ne veulent pas savoir ce qu'on va découvrir et ils ne voudraient pas suivre un traitement. Donc, ils pourraient décider, même avant d'avoir des symptômes, décider que quand ils ont un symptôme, par exemple, une toux chronique ou d'avoir une perte de poids, ils pourraient décider, en fait, de ne pas être ressuscité ou de ne pas faire l'objet d'acharnement thérapeutique. Quelqu'un qui est diagnostiqué avec une maladie sérieuse, par exemple, si on a une masse dans les premières images, des premiers tests, peuvent décider qu'on ne poursuivra pas la biopsie pour savoir exactement ce que c'est, encore parce qu'ils ne veulent pas de traitement qui pourrait menacer leur qualité de vie. Et quelqu'un qui a un diagnostic d'une maladie grave pourrait décider de ne pas qu'on lui recommande un traitement, par exemple chirurgie, chimiothérapie, etc., parce que tout cela a des conséquences importantes. Les gens qui ont des problèmes de reins. Est-ce que je peux vous interrompre, docteur? Je vais vous donner un exemple précis. Un patient qui subit une chirurgie importante. Il y a un caillot sanguin qui provoque un coma. Ils ont donné une directive anticipée en disant qu'ils ne veulent pas être ressuscités. Par exemple, si je suis dans cette situation, je ne veux pas que vous me nourrissiez, je ne veux pas que vous me mettiez sur respirateur. Alors, dans ce cas, vous avez les directives anticipées. Donc, comment avoir une loi pour eux? Parce qu'on parle de consentement. Comment est-ce que le consentement est compris dans un tel cas? C'est quelqu'un qui ne peut pas répondre, dont
qui est dans le coma, mais il faut suivre les directives qui ont été données avant. Et on ne peut pas donner de consentement. Mais on leur retire les soins qui les maintiennent en santé. Eh bien, si on fait ça, c'est parce que nous voulons faire ce qu'ont dit les patients. C'est la raison pour laquelle il est préférable d'avoir des directives anticipées. Ça pourrait être également dans ces directives, on pourrait indiquer que l'on veut qu'un décisionnaire substitut puisse prendre des décisions pour vous. Donc, on a des exemples réels, des gens qui ne peuvent pas actuellement donner leur consentement, mais qui ont donné des instructions qui permettent à d'autres de prendre des décisions pour eux. Et sachant que cela mènera à leur mort puisqu'on leur retirera les soins. Pour ce qui est du point de vue du médecin, quelle précision voudriez voir dans ces demandes anticipées? Quels sont les détails que souhaiteraient voir les médecins? Parce que vous avez dit qu'il fallait que ce soit clair. Je pense que les détails seront très importants. Les exemples que je donnais, c'est pas simplement juste quand je ne reconnaîtrai plus ma famille. Il faut comprendre ce que cela signifie exactement. Il faut informer suffisamment les gens pour ce qui est de la création de ces demandes anticipées, de sorte qu'ils comprennent quels sont les éléments du symptôme peuvent devenir troublantes. Peut-être qu'ils ont oublié ce qu'ils ont pour leur petit déjeuner, mais peut-être qu'ils sont traumatisés chaque fois que quelqu'un s'approche d'eux, parce que ça peut représenter une souffrance énorme. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à notre coprésident et nous allons passer à la période des questions des sénateurs. Des sénateurs et sénatrices, on va commencer avec sénatrice Mégy, des rondes de 3 minutes. Allez-y, Madame Mégy. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser ma question, je veux proposer que le document suivant, le rapport de la Commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie, soit déposé auprès du comité pour notre étude. Et l'autre document qui émane du Collège des médecins du Québec, recommandation de positionnement du groupe de réflexion sur l'aide médicale à mourir et les soins de fin de vie. Celui de l'Assemblée nationale, ça a été déposé le 8 décembre 2021 et celui du Collège des médecins le 10 décembre 2021. Merci. Ma question s'adresse à Dr. Andrew. Comme vous côtoyez beaucoup vous accompagnez aussi les personnes souffrant de démence, et vous savez que dès qu'on parle d'élargissement de l'aide médicale à mourir, ça fait craindre justement les pentes glissantes. Par rapport à cette clientèle-là, quels sont les types de dérives que vous pourriez appréhender quand on parle des demandes anticipées? Sorry, I was relying on my... Désolée, j'essayais de suivre avec mon français. Vous avez parlé de dérive. Que voulez-vous dire exactement? Slippery slope. Yeah. Slippery slope, une pente glissante. So, most of my... Dans la plupart de mes discussions auprès des patients de démence, ils exprimaient une certaine indignation. Ils disaient qu'ils n'étaient pas pris assez au sérieux quant à leur volonté. Peut-être que la personne qu'ils deviendront a plus de valeur que la personne qu'ils sont à l'heure actuelle. Donc, peut-être une personne fera une demande qui va trop loin ou une personne à qui on fait confiance pour prendre des bonnes décisions pourrait prendre une décision dans leur propre intérêt plutôt que dans l'intérêt d'un patient. Il pourrait aussi y avoir des contraintes associées au statut économique ou social. C'est un fait. Beaucoup de personnes, et surtout à un âge avancé, et surtout les personnes souffrant de conditions chroniques,
ont des difficultés socio-économiques. Il y a des problèmes de logement, etc. On pourrait donc imaginer différentes façons dont les choses pourraient aller trop loin et déraper. Par contre, il y a une autre dérive, une pente montante où l'on ne permettrait pas aux gens d'avoir leur volonté respectée. Est-ce que vous avez une autre question, Non, ça va, sénatrice? merci, Monsieur le Président. On peut passer mes minutes au sénateur Couture si c'est un besoin. Merci beaucoup. Senator Kutcher, you have... Vous avez 3 minutes, sénateur Kutcher. 4, je crois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de poser ma question, j'aimerais vous demander, Monsieur le Président, de demander de l'information à Monsieur Barr. J'aimerais une note écrite déposée auprès de ce comité donnant les données, documents et preuves pour appuyer la déclaration qu'il a faite. Il a dit la stigmatisation entraîne les demandes anticipées plutôt que les besoins d'autonomie. Il faut des preuves. Bref, j'aimerais commencer mes questions avec le docteur Andrew. Je m'attendrais à ce qu'une personne faisant une demande anticipée soit apte au moment de la demande. Est-ce exact? Oui. Êtes-vous formé de façon adéquate pour évaluer l'aptitude et les compétences d'une personne à donner leur consentement éclairé quant à l'acceptation du traitement et le retrait des traitements? Oui. Donc, vous êtes assez capable et compétente pour faire une évaluation lorsqu'une personne fait une demande pour l'aide médicale à mourir? Oui, je crois. Je ne l'ai pas encore fait, mais je crois que oui. On se fonderait sur le même principe. Il faut que la personne comprenne les faits, les applique à sa propre situation, évalue les avantages et inconvénients, puis considère toutes les alternatives et la capacité de communiquer ce choix sans coercion. Je crois que c'est une chose faisable. Par contre, il faudrait inclure de la formation pour les cliniciens, qu'ils soient médecins ou infirmières praticiens, appelés à remplir ce rôle afin qu'ils reçoivent la formation nécessaire pour adapter leur expertise existante sur l'évaluation de la capacité pour l'AMM. Oui, le Collège des médecins est en train de certifier un programme de ce genre. La dernière partie de ma question s'adresse au docteur L'Espérance. Ça fait toujours plaisir de rencontrer un neurochirurgien et surtout de cette distance. J'ai beaucoup apprécié. J'aimerais savoir ce que vous pensez du commentaire qu'on a entendu plus tôt. Et je cite, « Lorsqu'une personne a l'impression qu'ils sont un fardeau sur leur famille, c'est la fin de leur autonomie. » Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Si vous vous sentez comme un fardeau pour votre famille, vous perdez votre autonomie en tant qu'être humain. Je puisse dire que le patient a perdu son autonomie. Je ne sais pas sur quoi on se base pour dire cela. Par contre, je reprendrai les paroles du docteur Marcel Boisvert, gériatre et grand médecin de cœur, qui disait que même si une personne âgée, très âgée, nous dit qu'elle ne veut plus devenir un fardeau pour sa famille, en quoi est-ce que c'est pathologique de dire cela? Ça peut très bien être une réaction altruiste, tout à fait acceptable, tout à fait intéressante. Bien sûr, il faut toujours tenir compte que ces patients-là évoluent sur une longue période. On ne se décide pas du jour au lendemain, un matin en se levant, qu'on va faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. J'espère répondre à votre question. Yes, thank you. Is that it, Senator? C'était terminé, sénateur Kutcher? Je crois que je n'ai plus de temps. Oui, c'est pas mal fini. Monsieur Barr, j'aimerais noter que le sénateur Kutcher a fait référence à quelque chose que vous avez dit sur la stigmatisation comme facteur de motivation. Nous allons faire un suivi auprès de vous puisque le sénateur Kutcher demande des faits, des preuves et de l'élaboration quant à la déclaration que vous avez faite. Nous allons faire un suivi après la réunion. Maintenant, sénateur Dalphond. Monsieur le coprésident, alors ma question est pour le docteur L'Espérance.
Nous n'avons malheureusement pas encore accès à votre mémoire. Cependant, j'ai lu celui que vous aviez déposé, votre association, à l'Assemblée nationale au mois d'août dernier, dans lequel vous avez fait une proposition pour avoir des critères et exigences en matière de directive anticipée. Je présume que vous êtes toujours de la même opinion que celle qui est mentionnée dans ce mémoire. Et vous ajoutiez, il est utile de souligner ici, encore une fois, que la possibilité de l'aide médicale à mourir avant une détérioration cognitive avancée apporte sérénité et paix d'esprit et permet à ces personnes de vivre pleinement le moment présent, ces précieux moments sans l'angoisse d'un long chemin de souffrance et de pertes multiples de dignité qui la mènera à la mort. Est-ce que ça, c'est basé sur votre expérience? Si oui, s'il vous plaît, nous en parler. Et puis aussi, s'il y a des données statistiques qui supportent cette affirmation. Statistiques, pas à ma connaissance, puis disons que c'est notre expérience commune à tous les médecins qui faisons de l'aide, enfin à pratiquement tous les médecins qui faisons de l'aide médicale à mourir que je connais. L'expérience nous vient actuellement des patients qui ont un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive et chez qui on procède à l'aide médicale à mourir après 3 mois, 6 mois, 1 an, parce qu'ils peuvent obtenir l'aide médicale à mourir, mais ils sont encore aptes. Donc, ils perdent des mois ou des années. Mais de savoir, et surtout depuis mars 2021, de savoir qu'ils n'auront pas à faire ce long chemin de souffrance, pour eux, c'est une sérénité. J'ai vu des patients arriver à l'hôpital pour leur aide médicale à mourir, habillés, cravates, souriants avec des fleurs. Tous les médecins qui faisons de l'aide médicale à mourir, nous avons tous la même expérience, à savoir la sérénité et le calme et la perte d'anxiété que ces patients-là nous donnent, incluant des patients avec des pathologies très récentes, des cancers, ce que vous voudrez. Mais l'Alzheimer, nous avons tous cette expérience-là. Donc, la loi telle qu'elle est actuellement fait en sorte que si on ne donne pas de directive anticipée, il y a des gens qui choisissent l'aide médicale à mourir et qui meurent prématurément, si on veut. C'est tout là qu'est le débat. Ces gens-là perdent des semaines, des mois, peut-être même 1 année ou 2 de vie très agréable, très intéressante avec leur famille, mais ils perdent leur aptitude et là, on ne peut plus procéder. C'est tout l'intérêt de ce pourquoi nous sommes ici ce soir. Merci, Dr. L'Espérance. Merci, sénateur Dalphond. We'll go now. Nous allons maintenant donner la parole à la sénatrice Wallen. Merci beaucoup. J'aimerais obtenir des commentaires de la part du docteur L'Espérance et aussi de la docteure Andrew. J'aimerais savoir ce que vous pensez du point suivant. Donc, je vais le citer et vous me direz ensuite si vous êtes d'accord ou non. Et j'aimerais aussi revenir sur les commentaires de Mme Vienne sur cette situation sans issue dans laquelle nous nous trouvons lorsqu'il s'agit de la démence et d'Alzheimer. Certaines personnes disent qu'il faut un diagnostic pour une demande anticipée, mais une fois le diagnostic obtenu, vous êtes par définition considéré inapte. C'est donc la situation difficile dans laquelle on se trouve. Des témoignages nous ont dit qu'une demande anticipée n'équivaut pas au consentement éclairé, alors qu'en fait, c'est exactement le cas. Vous faites la demande de façon anticipée alors que vous êtes toujours apte à consentir. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Vous aurez probablement 1 minute chacun pour répondre. Avant de donner le micro. Dr. Andrew, les patients qui ont un diagnostic de maladie neurodégénérative ou de démence, en général, de nos jours, l'ont alors qu'ils sont encore compétents. Pourquoi? Parce qu'ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes de jugement, de mémoire, etc. Et ils consultent. Et le diagnostic arrive à ce moment-là. Ils sont tout à fait aptes. De même que certains sont encore parfaitement aptes à conduire leur véhicule, à faire leurs affaires, etc. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir un diagnostic. Il n'y a pas de contre-indication. Je laisse la parole au Dr. Andrew. Yeah, and Yes, I agree with that totally. Et je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est la façon dont certaines autres personnes l'ont exprimé. À vous la parole, Dr. Andrew. Je suis tout à fait d'accord. Un diagnostic ne signifie pas inaptitude. C'est une question complètement séparée, chose qui se produirait plus tard. J'aimerais ajouter le point suivant qui est très important. Bien malheureusement, dans certains endroits, il y a un manque d'accès au diagnostic. Certaines personnes reçoivent un diagnostic très tard dans
leur maladie, même s'ils essayaient de l'obtenir bien plus tôt. Et cela est plutôt une critique de nos systèmes de soins. C'est comme si le consentement éclairé devenait une question de timing, dépendamment où vous vivez et la nature de votre maladie et sa progression. C'est un point intéressant, oui. S'il faut un diagnostic, eh bien, tout dépend du moment où le diagnostic est posé et tous les autres éléments décisionnels, donc, qui doivent être faits assez tôt. Allez-y, monsieur. C'est un processus relativement lent pour la grande majorité d'entre eux sur plusieurs années. Peut-être qu'il y a des endroits, par exemple dans le Grand Nord, où ce serait plus difficile, mais ce n'est pas du tout notre expérience. Enfin, nous, même si le système de santé n'est pas toujours adéquat, mais en fait, les gens ont leur diagnostic. En 1 an ou 2, ils peuvent avoir une consultation. Et les médecins de famille sont généralement très bons pour diagnostiquer maintenant des problèmes de maladies neurodégénératives. Merci. Thank you, Senator Wallen. We'll now go. Nous allons maintenant donner la parole à la sénatrice Martin. Merci beaucoup à tous nos témoins. J'ai une question pour M. Bach, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre une demande anticipée pour l'aide médicale à mourir et une directive anticipée pour le retrait de traitement? Pouvez-vous nous expliquer la différence? Je crois qu'il s'agit de choses très différentes. Une directive anticipée pour le retrait de traitement a à voir avec des choses qu'on ne nous fera pas. Tous les exemples cités plus tôt par le Dr. Andrew portaient sur des choses qu'on refusait. Et c'est couvert par les lois provinciales et territoriales, car en refusant certaines choses, j'exerce mon droit et mon contrôle. Donc, je laisse la mort suivre son cours naturel. En soumettant une demande anticipée, je dirais qu'on ne peut pas consentir à la fin de sa vie à un moment futur. Il y a un substitut qui devra prendre la décision et dire, bon, maintenant, on fait l'injection. Ce n'est pas vous donc qui consentez, c'est une autre personne. Et c'est aussi un consentement à ce qu'on vous fasse quelque chose avec l'intention d'entraîner votre mort. C'est fondamentalement différent comparé à une directive anticipée où on retire, où on évite un traitement et on vous prodigue les soins nécessaires pour vous accompagner dans le processus naturel de mort. Entre faire quelque chose et ne pas faire quelque chose, il y a une différence. Évidemment, dans le cas dont on parle, la décision serait prise par un substitut qui décidera à ce moment-là qu'il est temps de faire la chose. Il s'agit d'éléments fondamentalement différents et je crois qu'on ne devrait pas brouiller les délimitations entre ces deux éléments. Et cela pourrait nous mettre dans une voie dangereuse, voie qui mettrait l'une des minorités les plus vulnérables de ce pays à risque. Une démocratie doit protéger les droits des minorités et je parle dans ce cas-là de personnes souffrant de démence qui n'ont pas la capacité de consentir. Les personnes avec des handicaps intellectuels, donc qui n'ont pas la capacité à consentir à leur mort. C'est le groupe que nous protégeons ici, pas ceux qui peuvent faire des demandes anticipées. Le groupe dont nous parlons ici, c'est le groupe qui ne peut pas consentir, qui n'a pas la capacité de consentir à une intervention proactive de la part d'un professionnel de la santé qui mènerait à leur mort. Dans une démocratie, nous devons protéger les plus vulnérables, la minorité la plus vulnérable de la société. J'estime que ceux qui proposent cela ne protègent pas le droit à la vie d'une des minorités les plus vulnérables de notre société. Merci, sénateur. Merci, sénateur Martin. Merci, monsieur Barr, docteur Barr. Cela mène à la fin de notre séance. Je voudrais remercier nos témoins, notre témoin. Sur un sujet qui est très complexe, très difficile, parfois émotionnel, comme vous le savez tous.
Alors, c'est très apprécié que vous avez amené votre expertise à ce comité et on en est très, très reconnaissant. With that, fellow members. Cela dit, la séance est levée. Merci. Écoute.